Ma démarche va être simple. Dans un premier temps, je voudrais présenter le paysage linguistique, c'est-à-dire l'ensemble des langues parlées dans la France de l'époque de Rabelais, pour bien comprendre le contexte. Ensuite, nous allons zoomer d'une certaine manière, c'est-à-dire nous allons nous focaliser sur les années qui ont vu la publication de Pantagruel et de Gargantua, c'est-à-dire les années 1530, parce que nous sommes là à une époque capitale, c'est ce qu'on pourrait appeler le printemps de la Renaissance, c'est une décennie miraculeuse où il se passe beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de parler de tous ces événements qui se succèdent, mais on va essayer de montrer comment ils ont pu peser sur la philosophie, sur la démarche de Rabelais, comment ces événements ont pu lui inspirer la rédaction de ses premières chroniques. Dans un troisième temps, j'essaierai de donner une petite idée de l'apport de Rabelais. Qu'a-t-il apporté de neuf, parce qu'il court aussi beaucoup de légendes sur les mots qu'il a apportés. Donc, à mesure que les recherches avancent, nous commençons à comprendre que certains des mots dont on lui prête la paternité, il les a trouvés quelque part, que certains de ces mots sont antérieurs. Et dans un quatrième temps, je présenterai la méthode que j'ai suivie pour mon dernier ouvrage, le dictionnaire des néologismes de Rabelais. D'abord, donc, le paysage linguistique. Que se passe-t-il dans la France du XVIe siècle sur le plan déjà de la langue française? La langue française, plutôt, j'allais dire le vocabulaire français, fait des progrès considérables, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est l'avancée, ou le développement de la médecine, et plus particulièrement sur la nécessité que ressentent les spécialistes de transmettre les connaissances médicales à un nombre croissant de praticiens, on appelait les barbiers chirurgiens, qui sont de plus en plus nombreux à ne pas maîtriser le latin. Donc, pour la question de la maîtrise de la langue médicale est absolument capitale et vitale pour que la médecine progresse. Par ailleurs, si nous regardons le cas d'Ambroise Paré, à la fin du siècle, Ambroise Paré, qui était un grand lecteur de Rabelais, on voit émerger une autre philosophie. Il est important, dit-il, d'écrire les textes de médecine en français, non seulement pour transmettre les connaissances, mais parce que la connaissance doit être accessible à tous. J'ai trouvé un passage intéressant de le dernier quart du XVIe siècle. Il écrit ceci, donc il choisit d'écrire en français pour éviter de constituer une sorte de secte ou d'initié. J'ai voulu aussi écrire, dit-il, en notre langue, en la langue vulgaire de notre nation, la langue vulgaire de notre nation, c'est-à-dire la langue commune, ne voulant pas être de ces curieux et de ces superstitieux qui veulent cabaliser les arts et les serrer sous les lois de quelque langue particulière. C'est un terme nouveau qui ne circulait pas auparavant. Cabaliser les arts nous renvoie à un néologisme de Rabelais, puisque c'est sous la plume de Rabelais qu'apparaît pour la première fois le mot cabale, dans le sens de science occulte. Donc à partir de là, Ambroise Paré crée le terme cabaliser pour exprimer sa volonté de faire de la médecine une science accessible à tous. Par ailleurs, cette promotion de la langue française dans le domaine de la médecine est manifeste dans les traductions nombreuses. Rabelais étant une légende, il a éclipsé des personnalités qui ont beaucoup de mérite autour de lui, en particulier un médecin qui était son successeur à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Lyon, qui s'appelait Jean Canap, qui a traduit Galien, qui a traduit
aussi les ouvrages de Chauliac, c'est-à-dire les grands médecins de la fin du Moyen-Âge, et qui a permis d'enrichir la langue française. Donc, la première raison, du moins l'une des causes de la promotion de la langue française, c'est le développement de la médecine et la vulgarisation scientifique. La deuxième, ce sont bien entendu les échanges commerciaux de plus en plus nombreux. Acheter et vendre implique la connaissance de la langue de l'autre. Et ce métissage ou ce brassage entre les différentes langues va favoriser l'émergence des mots nouveaux. Et ceci est particulièrement sensible dans une des villes qui constitue un foyer intellectuel de la France, c'est la ville de Lyon. Vous voyez comment les communications ne sont pas propres aussi à l'époque du XVIe siècle, se développent au XXe. La ville de Lyon, au XVIe siècle, à l'époque de Rabelais, est une ville frontalière. Et d'ailleurs, les ouvrages de Rabelais se vendent dans qu'on appelle les foires internationales, où on échange des mots, des idées, des monnaies, où nous avons une influence italienne très très forte, et ce sont ces échanges commerciaux qui élargissent la vision du monde et qui entraînent par voie de conséquence l'enrichissement de la langue française. Mais que ce soit sur le plan de la médecine ou que ce soit sur le plan commercial, la source vitale demeure la traduction. Il n'y a jamais eu autant de traductions qu'au cours du XVIe siècle, non seulement parce que la connaissance de la littérature antique se redécouvre et suscite des curiosités qu'il faut satisfaire, donc on va traduire Cicéron, Virgile, Homère, mais aussi parce qu'on commence à découvrir la littérature des pays limitrophes, l'Espagne, l'Italie, qui ont aussi des écrivains, et pour faire connaître ces écrivains, eh bien on va les traduire. Et dans l'entreprise de traduction, et c'est là que nous avons le creuset où se constitue la langue, les mots nouveaux vont apparaître en français. Je vais prendre un exemple, peut-être qui va vous parler, un exemple plus ancien, l'exemple d'Oresme, qui est un des grands prédécesseurs de Rabelais. Oresme a vécu au XIVe siècle, il a traduit Aristote, il a traduit les auteurs grecs, et il s'est aperçu au cours de la traduction qu'un certain nombre de notions existaient dans la langue grecque qui n'avaient pas d'équivalent dans la langue française. Donc, il fallait bien créer des termes français pour trouver les équivalents. Et c'est comme cela qu'est entré dans la langue française un vocabulaire considérable dans le domaine de la politique, de l'étude de la société, de l'économie. Il en va de même pour le XVIe siècle. Traduire des textes implique l'invention de termes équivalents. Aujourd'hui, on a tendance à se plaindre d'invasion de termes anglais. À l'époque, les envahisseurs, ceux qui étaient considérés comme les envahisseurs, étaient des Italiens, parce que les contacts avec l'Italie se multiplient au cours des guerres de religion, et on sait que François Ier, qui a fait des conquêtes en Italie, a été d'une certaine manière conquis lui-même par ses conquêtes, tant il était émerveillé par les monuments historiques, et tout cela va entraîner des échanges de langues. Donc le français fait des bonds spectaculaires, il n'empêche que cette langue reste minoritaire, pour la bonne raison que nous sommes à une époque marquée par la prédominance du latin. Pour donner une petite idée statistique, à la fin du XVe siècle, année 1500, 90% des ouvrages sont publiés en latin. La langue française représente seulement 10%. Il faudra attendre les années 1560, 1570 pour parvenir à un équilibre. À l'époque de Montaigne, à la fin du siècle, le nombre d'ouvrages français va dépasser celui des ouvrages publiés en latin. Donc le latin reste une langue prédominante pour la bonne raison que l'imprimerie
va assurer dans un premier temps les ouvrages qui ont eu une aura, qui ont eu un impact, et on sait très bien que l'humanisme et la Renaissance, c'est d'abord la redécouverte de l'Antiquité. Et ce n'est pas simplement par effet de mode, ce n'est pas simplement parce qu'on veut, pouvoir parler de Virgile ou de Cicéron ou d'Homère, mais parce que les humanistes ont la conviction que le contact avec ces écrivains nourrit l'homme et le rend meilleur. J'avais apporté, mais je ne l'ai pas, mais je vais vous évoquer un texte de Machiavel qui a été un petit peu caricaturé, du moins le personnage de Machiavel a été caricaturé par les théories développées par Le Prince, mais Machiavel, au départ, est un très grand humaniste. Et on a découvert une lettre de lui qui date de 1513, où il décrit sa vie quotidienne. Il évoque ses journées mornes, sa tendance à entrer dans des querelles, mais il raconte à la fin de sa journée, il dit: quand le jour se termine, je rentre chez moi, je me dépouille de mes habits de fange, j'endosse mes habits de cour et j'entre dans la cour des anciens. J'entre dans la cour des anciens, c'est-à-dire j'entre en contact avec eux. Et je leur parle, je leur demande les raisons de leurs actes, et eux, dans leur humanité, me répondent. Et pendant 4 heures, dit-il, la mort ne m'effraie pas, je ne crains aucun mal. Et là, on pourrait considérer ce texte comme une sorte de manifeste de la Renaissance en tant que moment du dialogue d'homme à homme, par-delà l'espace et le temps. Le texte est une lettre. Alors il faudrait préciser que l'Internet de la Renaissance, de cette époque, c'est la correspondance épistolaire. Les grands esprits comme Erasme, Thomas More, Machiavel, Castiglione échangent, et le support de cet échange, c'est la langue internationale de l'époque, à savoir le latin. C'était le moment c'est l'occasion en quelque sorte de briser les frontières entre les langues différentes. Et parfois, les personnes échangeaient des lettres sans même connaître le visage de leur correspondant. C'est ce qui est arrivé à Erasme lorsqu'il a visité l'Angleterre. Il s'est retrouvé dans un lieu de débat et tout à coup, il se trouve confronté avec un interlocuteur d'une très vive capacité de réplique et qui lui propose une argumentation qui le stupéfait, et tout de suite il reconnaît dans la pertinence de son interlocuteur le personnage de Thomas More. Il dit: ou je me trompe ou c'est toi, Thomas More, alors qu'il est en correspondance avec cet homme depuis longtemps. Donc le latin est véritablement la langue nourricière de cette époque, et permet aussi d'enrichir la langue française, puisqu'au cours des traductions, on verra apparaître des mots nouveaux. Vous savez que près de 80% des termes français sont d'abord d'origine latine. Voilà pour le paysage linguistique que l'on peut résumer ici. Un monde plurilinguiste où domine le latin, où le français fait cependant des bonds prodigieux, richesse, enrichissement du vocabulaire, mais en même temps lenteur de la progression dans la reconnaissance de la langue. Le français, à l'époque où Rabelais écrit, est encore une langue de seconde zone. Je vais expliquer dans ma deuxième partie comment progressivement cette langue va acquérir le droit de cité en France par les événements qui se déroulent au cours des années 1530. Pour bien situer le contexte, Pantagruel 1532, Gargantua 1534. Alors, que se passe-t-il exactement dans ces années 1530? D'abord, l'année 1530, c'est la création du Collège des lecteurs royaux. Le collège qui deviendra le Collège de France. C'est une petite révolution à l'initiative en fait
Guillaume Budet, qui conseille à François Ier de créer ce collège. Pourquoi petite révolution? C'est parce que pour la première fois, l'université de Paris perd le monopole de l'enseignement. Donc l'université de Paris, où s'exerce l'influence très très forte de la faculté de théologie, perd ce monopole au profit, enfin, va devoir partager la tâche de l'enseignement avec le collège des lecteurs royaux, ce qu'on appelle les lecteurs. À l'époque, ça correspond à l'anglais lecturer, c'est-à-dire ce sont les conférenciers. Je dis une petite révolution parce que le français ne fait pas son entrée à l'occasion de cette petite révolution. Les lecteurs sont au nombre de 6, 3 pour l'hébreu, 2 pour le grec et 1 pour les mathématiques. Il y en aura d'autres qui viendront par la suite. Mais la question du grec est aussi une question capitale, parce que c'est un enjeu polémique, un enjeu idéologique. La connaissance du grec permet aux intellectuels, aux chercheurs, aux érudits, de lire par eux-mêmes le Nouveau Testament qui est écrit en grec, et de mesurer, d'examiner la différence entre leur lecture et puis ce qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire la traduction officielle, la version officielle. Et un certain nombre d'entre eux, Erasme par exemple, attire l'attention sur un certain nombre d'erreurs de traduction. Et tout de suite, on entre dans le domaine politique, parce que attirer l'attention sur l'erreur, c'est-à-dire mettre en question ce qui faisait autorité jusque-là. Et l'autorité est tellement puissante qu'elle décide, au cours des années, plus précisément en 1523, d'interdire l'étude du grec. Donc c'est dire que l'enseignement du grec au collège des lecteurs royaux est une révolution. Et cette interdiction du grec concerne directement François Rabelais, puisque François Rabelais, qui est l'homme de tous les savoirs et qui voulait comprendre tout, lire tout, se voit, avec son ami Pierre Lamy, confisquer ses livres. Parce qu'on l'a surpris en train d'étudier les Grecs. Et il en éprouvera une rancœur très 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 forte contre les milieux monastiques, en particulier l'ordre des franciscains, où il se trouvait lorsqu'on lui a confisqué ses livres. Donc c'est dire que la bataille ne se joue pas seulement sur le plan de la langue française, mais aussi sur l'accès à toutes les langues qui permettent la connaissance de la Bible et de la littérature antique. Premier événement, 1530. 1530, je ne serai pas très, très long, c'est aussi la naissance de celui qui va écrire à l'âge de 18 ans le discours de la servitude volontaire, à savoir Étienne de la Boétie. Donc c'est quand même un moment important, et c'est un texte capital écrit en français. 1530, à Londres, alors si on peut passer la première diapo, à Londres est publié un ouvrage très curieux de John Palsgrave. C'est un Anglais, et il écrit, tenez-vous bien, il publie la première grammaire française. Vous savez, dans l'histoire, parfois on éprouve des expériences qui nous laissent quelque chose en travers de la gorge. Eh bien, les historiens de la langue française ont mal digéré cette antériorité des Anglais dans la publication d'un ouvrage de description de la langue française. Et comment il est parvenu à cela? C'est simplement parce qu'il a fait des études à Cambridge et à Paris, et il a été pressenti pour être présent aux préparatifs du mariage entre la princesse Mary Tudor, la sœur de Henri VIII, et Louis XII. Donc il a commencé à partir de là à rassembler ses connaissances pour enseigner le français à la princesse Mary et par la suite à la noblesse anglaise qui n'était pas très férue de latin.
Alors vous savez comment le mariage s'est terminé. La jeune Mary s'est montrée apparemment d'une vitalité qui a épuisé Louis XII, qui avait 53 ans, elle en avait 18, et il en est mort quelques mois plus tard. Les mariages mènent à tout, la mort d'un roi, la création d'une grammaire. Et c'est dans le prolongement de dans les années 1500, à partir de 1515, 1520, Pascal va approfondir son travail et il va publier un ouvrage absolument monumental. Alors vous voyez d'ailleurs sur le titre une partie anglaise, mais une partie en latin. Vous avez, c'est l'extrait d'une citation latine, c'est l'extrait d'un psaume. Le soleil ne te fera pas du mal, ni la lune la nuit. Neque luna per noctem. Donc vous voyez déjà sur le titre deux langues qui cohabitent, l'anglais et le latin. Alors c'est un ouvrage qui comporte plus de 800 pages, qui constitue à la fois une grammaire très précieuse, une sorte de manuel de conversation et des explications de prononciation, parce que ce n'est pas évident pour un Anglais de prononcer à la manière des Parisiens. Donc, alors tout ça, c'est expliqué avec de longs développements. La première publication de cet ouvrage en France date de 1852. 1852. Et cette publication contient une longue préface où s'exprime une colère mal maîtrisée. L'auteur de la préface dit Palsgrave a écrit cette grammaire parce que, évidemment, il a voulu rendre hommage à l'universalité de la langue française. Ce qui est absolument faux à l'époque. La langue universelle n'est pas le français. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que le français devienne la langue parlée dans la plupart des cours européennes. Mais je voudrais entrer avec vous dans au moins une page de ce livre pour vous montrer la deuxième diapo. Voilà. Un extrait d'une page où vous avez l'expression en anglais, et si vous allez à la seconde et la troisième ligne, vous voyez « je boursoufle ». Alors j'ai choisi à dessein ce mot, parce que c'est la première attestation du mot. Première attestation du mot, et qui plus est, c'est un terme que va utiliser Rabelais. Donc les mots viennent par rafale, et ne sont pas l'apanage des auteurs anglais, des auteurs français, pardon. Donc Rabelais va être d'une certaine manière un prédateur, un capteur qui va prendre le pouls de tout ce qui vient à son époque, parce que en fait il sent que le socle de la société et de l'équilibre des langues est en train de changer. Et probablement ça doit être un des signes, une des marques de son génie, d'avoir vu venir la vague. Rabelais a vu venir la vague des transformations de la langue, il a su épouser la vague d'une certaine manière, et accompagner, voire utiliser l'énergie de cette vague de transformation pour apporter à son tour des enrichissements à la langue. Nous sommes en 1530. Une année plus tard, 1531, la troisième diapo, apparaît le premier dictionnaire. Il s'agit du dictionnaire de Robert Estienne. Vous voyez que c'est un dictionnaire latin. Le français n'est pas dans le titre, mais si nous avançons à la page suivante, non, ce n'est pas grave, je n'ai pas le diapo en question, je voulais vous montrer simplement un extrait d'une page où le français fait une entrée timide dans le dictionnaire de Robert Estienne. De temps en temps, lorsque l'explication latine lui apparaît incomplète ou méritée d'être complétée, il ajoute une explication en français. Et c'est là qu'apparaît un mot que l'on prête à Rabelais, qui est le mot bavard,
qui est en fait antérieur à Rabelais. Donc Robert Estienne nous apporte des renseignements sur les nouveautés. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que ces mots qui nous apparaissent comme nouveaux, nous devinons que Robert Estienne ne les a pas inventés, puisque le propre du dictionnaire n'est pas d'inventer les mots, mais de rendre compte de l'usage. Ce qui nous amène à être très modeste dans notre appréciation des néologismes du Rabelais, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a pris de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a forgé de son propre chef. Alors, si nous arrivons maintenant en l'année 1532, Pantagruel, la couverture, voilà. Si vous pouvez lire les horribles et épouvantables faits et prouesses de Pantagruel, roi des Dipspodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par maître Alcofibas Nazier. Alors, d'abord, premier constat, le titre est en français, et manifestement, Rabelais choisit d'utiliser une langue que l'on ne trouve pas dans les ouvrages sérieux, parce que tous les ouvrages sérieux sont publiés en latin. Qui plus est, il ne signe pas, il va signer de son pseudonyme, et il faudra attendre l'année 1546 pour que Rabelais assume la paternité de son œuvre, à l'occasion de la première publication du tiers-livre. Et puis par ailleurs, les images nous renvoient à un monde pittoresque. Mon ami Pierre Gilman a décrit pendant une dizaine de pages, il a fait des observations, des analyses sur cette couverture, mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la signification de cette œuvre, première œuvre de Rabelais, qu'on peut considérer comme le premier roman moderne. Certes, on va retrouver le schéma des romans de chevalerie avec la structure de l'enfance, l'éducation, et puis les hauts faits. Mais il y a quand même une nouveauté, c'est que ce livre intitulé Pantagruel raconte la rencontre, la confrontation, l'amitié entre deux personnages qui appartiennent à des mondes diamétralement opposés. Et c'est en cela qu'on peut parler de roman, parce que les personnages s'enrichissent les uns les autres et se transforment. L'un des personnages, l'homme accompli, Pantagruel, appelé à devenir le modèle de l'humaniste accompli, à qui le père demande de devenir un abîme de savoir, qui est appelé à apprendre le grec, les langues multiples, parmi lesquelles, petite parenthèse, le français ne figure pas, il doit connaître le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe, le chaldéen, il doit ouvrir sa curiosité aux ouvrages de médecine. Amitié entre cet homme et puis un autre, qui s'appelle Panurge, père et mère inconnus, batteur de pavés, voleur, menteur, souffrant d'une maladie qu'on appelait à cette époque-là faute d'argent, ces douleurs sont pareilles. Maladie aggravée par un symptôme chronique nommé flux de bourse. Parce que Panurge a certes beaucoup de tours dans son sac, il a 63 manières de gagner de l'argent, mais il en a 214 de le dépenser. Donc il n'est pas étonnant qu'il se trouve de temps en temps, à sec, dans un des textes de Shakespeare, on trouve cette expression « l'hiver est entré dans ma bourse ». Bon, c'est un peu le cas pour Panurge. Donc c'est une transformation radicale. Et ce qui est remarquable avec Panurge, c'est qu'il entre partout. Et je suis tenté de considérer que c'est le personnage le plus célèbre de la littérature française, parce que non seulement il crochette les portes, mais ils entrent aussi dans les dictionnaires. Donnez-moi le nom d'un personnage fictif qui entre dans un dictionnaire en tant que nom commun. Il n'y en a
pas beaucoup, et aussi rapidement, Panurge, dans les années 40, va entrer dans le dictionnaire de Robert Estienne pour désigner un panurge, veut dire un homme, un vaurien, mais en même temps un homme à tout faire, parce que selon l'étymologie grecque, panurge veut dire homme à multiples ressources. 1532, 1533, c'est-à-dire entre Pantagruel et Gargantua, nous avons Michel. Vous connaissez tous Michel. C'est la naissance de Michel. Vous avez Michel. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas Michel, vous ne savez pas ce que vous manquez. Oui. Michel de Montaigne. Alors, je l'appelle Michel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'appellent ainsi, et lui-même, il se nomme Michel. Il se dit, entre le maire de Bordeaux et Michel, il y a deux personnes différentes. Donc c'est un homme qui a, on peut dire, dans la succession chronologique, a été bercé dans son enfance par les deux premières chroniques de Rabelais. Michel de Montaigne, l'homme qui a inspiré Shakespeare, dont Shakespeare a emprunté tout un passage pour La Tempête, celui qui est l'auteur de formules inoxydables, comme il faut laisser courir la rivière sous le pont, je me prosterne devant les rois, mais ce sont mes genoux, ce n'est pas ma raison. Quand je danse, quand je dors. Tout cela qui fait partie du patrimoine de la pensée, ça vient de Michel de Montaigne, qui est d'une très très grande modestie. Que sais-je, c'est aussi Michel de Montaigne. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire des relations linguistiques, c'est l'éducation reçue par Michel de Montaigne. Son père étant parti en Italie pour accompagner François Ier, conçoit l'idée fantaisiste que son enfant ne s'exprimera qu'en latin. Il fait venir un précepteur allemand qui ne parle pas un mot de français. Il donne l'ordre au personnel de la maison de ne parler à cet enfant qu'en latin. Absurde, bien sûr. Comment voulez-vous que le personnel de la maison qui ne connaît pas le latin puisse parler en latin? Mais bon, c'est le maître qui paye, et un salaire, ça vaut bien quelques terminaisons latines. Si Paris vaut bien une messe, eh bien le personnel va s'efforcer de bafouiller quelques termes en latin, et Montaigne dira que même cette mode a entraîné l'emploi du latin pour nommer un certain nombre de villages aux alentours qui avaient des terminaisons latines. Et cette empreinte du latin chez un des plus grands écrivains, qui va découvrir, qui va rencontrer le français seulement à l'âge de 6 ans, cette empreinte est telle que lorsque le père de Montaigne mourra dans ses bras, les mots qui seront l'expression de la douleur seront des mots latins. Donc c'est dire à quel point cette langue est prégnante. Bon, 1534, Gargantua, donc qu'il est inutile de vous présenter, après avoir raconté l'histoire du fils Pantagruel, Rabelais raconte l'histoire du père, et Gargantua est probablement un ouvrage beaucoup plus ciselé, beaucoup plus soigné. Il va essayer de partir à la conquête d'un lectorat érudit qu'il a boudé jusqu'à présent, mais qu'il va essayer d'amadouer en insérant des figures comme Socrate, des grandes figures de l'Antiquité. Alors, si on fait maintenant le bilan de ce que Rabelais a apporté à la langue française, l'étude que j'ai faite m'a conduit à sélectionner, à énumérer environ 500 mots, un peu moins de 500 mots. Ça fait à peu près la moitié de ce qu'on avait trouvé à la fin du XIXe siècle, parce que depuis, nos connaissances de la littérature du Moyen-Âge ont beaucoup progressé. On s'est aperçu que beaucoup des mots dont on attribuait la paternité à Rabelais étaient antérieurs à lui. Mais ce qui est intéressant dans la fabrique des mots chez Rabelais, c'est le processus. C'est vrai que Rabelais prend un terme, il ajoute une terminaison, ça fait un terme nouveau, mais j'ai le sentiment que très souvent, l'histoire appelle le mot. Parce que les mots ont une histoire, mais les mots sont aussi nécessaires à la construction de l'histoire. Je pense en particulier à l'histoire d'épistémon.
Vous connaissez la fin de Pantagruel. Au cours d'une bataille, Épistémon, la tête d'Épistémon est tranchée. Le corps d'un côté, la tête est de l'autre côté. Panurge s'approche et il constate que le corps est encore chaud. Donc il prend la tête et il pose sur le corps de Gargantua, parce que Panurge, bien qu'il n'ait pas fait des études classiques, a de l'or au bout des doigts. Donc il enduit le cou de Synapis et, comme une dentelière, se met à coudre. Et Épistémon revient à la vie. Et la première chose qu'il dit, mais je suis allé dans le monde souterrain, dans le monde de l'enfer, et j'ai rencontré ceux qui nous ont précédés. Et vous imaginez, on ne rencontre pas beaucoup dans la vie des gens qui sont passés de l'autre côté pour nous raconter l'aventure. Et notre Épistémon, Épistémon se met à raconter ce qui se passe là-bas. Eh bien, nous sommes dans un autre théâtre du monde, sauf que les rôles sont inversés. Cléopâtre est devenue revendeuse d'oignons, Trajan, pêcheur de grenouilles, et puis Diogène, dont vous connaissez l'histoire, qui était dans son tonneau et qui a eu l'outrecuidance de dire à Alexandre le Grand, qui lui demandait « Dis-moi ce que tu veux », et qui lui a répondu « Mais ôte-toi de mon soleil », Diogène est en habit de pourpre, et il fait enrager Alexandre lorsque celui-ci ne raccommode pas bien ses chaussures. Et Rabelais ajoute, Diogène se prélassait. Il se prélassait en habit de pourpre. Voilà un mot nouveau qui apparaît. Rabelais est parti de son observation de la démarche des prélats. Se prélasser, d'ailleurs certaines traductions que j'ai vues récemment sont erronées, voulait dire parader, marcher avec ce que La Fontaine appelle un train de sénateur, en se donnant un air d'importance. Voilà une manière dont le mot se fabrique. Pour la petite histoire, ce sens de marcher en se donnant un air important va demeurer jusqu'au XIXe siècle. C'est seulement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle qu'apparaît le sens moderne. Un autre exemple de mot qui est appelé par l'histoire, c'est l'exemple que nous appelons les moutons de Panurge, qui figurent dans les affiches et partout, attribué à Rabelais. Bon, l'expression mouton de Panurge n'est pas de Rabelais, est venue après. Et c'est une expression qui, associée à un personnage célèbre, est source de malentendus, parce que pour quelqu'un qui n'a pas lu Rabelais, les moutons de Panurge désignent les moutons qui appartenaient à Panurge. Ce qui n'est absolument pas le cas. Pour rappeler quand même très brièvement l'histoire, nous sommes sur un bateau. Un marchand nommé Dindenot possède des moutons qui suscitent la convoitise des autres, et Panurge demande tout simplement de l'acheter un mouton. Le marchand lui répond, mais ce sont des moutons qui sont de telle qualité que tu peux pas te permettre d'acheter cela. Il demande une fois, une deuxième fois, à chaque fois, le marchand lui répond de façon de plus en plus agressive, en le traitant de personne qui a une trogne de cocu. Il répond, mais comment se fait-il que je ne peux pas être cocu puisque je ne suis pas marié? Mais il garde la patience, et puis, soudain, Panurge prend un des moutons et le jette par-dessus bord. Les autres moutons suivent. Le marchand et ses compagnons, voulant rattraper les moutons, se trouvent entraînés par le mouvement. Ils essayent de s'accrocher au bord du bateau. Panurge leur donne des coups d'aviron en leur disant « Ce monde est une vallée de larmes, vous serez beaucoup plus heureux dans l'autre monde ». Et enfin, Panurge se retourne dans le bateau et demande « Reste-t-il encore une âme moutonnière ?» Et voilà qu'apparaît le mot « moutonnier », une âme moutonnière. C'est très intéressant sur le plan philosophique, parce que cette âme moutonnière désigne l'une des pentes de l'esprit humain. Vous savez qu'à la fin du XIXe siècle,
est apparu dans les dictionnaires le mot panurgisme, qu'on voit souvent employé. On parle du panurgisme des parlementaires, etc. Or, ce mot panurgisme désigne officiellement la tendance à imiter bêtement celui qui est devant. C'est un contresens, parce que ce que réclame Panurge, c'est précisément le contraire. Il a l'esprit de la liberté, soif de son indépendance, de son autonomie. Donc, les personnages célèbres comme Panurge sont source de malentendus. Alors, pour clore cette histoire, donc quand on parle de moutons de Panurge, ce sont simplement des moutons dont Panurge a entraîné la noyade. Donc environ 500 mots nouveaux, des sens aussi nouveaux. Par exemple, le mot spectateur, désigné avant Rabelais simplement celui qui observe un spectacle, qui soit un spectacle, une pièce de théâtre ou un spectacle de rue. Et Rabelais, qui est imprégné de cette philosophie de l'action, de l'énergie inépuisable de la Renaissance, va employer le mot spectateur pour désigner celui qui se croise les bras et ne fait rien alors que le monde s'active autour de lui. Dans le prologue du tiers livre, nous avons une sorte de effet d'entraînement parce que les ennemis sont à nos portes, tout le monde prépare la guerre et nous avons 36 verbes employés par Rabelais pour désigner les différentes façons de préparer la défense. Et Diogène qui roulait son tonneau se sent un peu inutile dans cette agitation. Et comme il ne veut pas être un être à part dans ce théâtre du monde, il se dit, moi aussi je vais bouger. Et il prend son tonneau et il le bouge, il le remue de 36 façons différentes. Donc spectateur, c'est un sens nouveau. Rabelais est aussi à l'origine de beaucoup d'expressions. Alors j'ai noté un certain nombre parmi les expressions de Rabelais. Petite sélection, attire l'arigot. Battre le chien devant le lion, c'est-à-dire réprimander un petit devant un puissant, pour lui donner l'exemple, expression qu'on va retrouver chez La Fontaine. Faire ses choux gras de quelque chose, prendre au dépourvu. Lorsque les envahisseurs du clos de Seuilly créent la désolation dans les clos, eh bien les moines ne savent pas à quel saint se vouer. C'est là qu'apparaît l'expression ne pas savoir à quel saint se vouer. L'expression ange gardien, marquée d'une croix blanche, les calendes grecques, manger son blé en herbe, c'est-à-dire, c'est ce que fait Panurge, c'est-à-dire il dépense son revenu. Puis, ce qui est très intéressant aussi de constater qu'il y a un certain nombre de nouveautés qui ne servent absolument à rien, et qui restent en permanence dans les dictionnaires parce que les mots sont de tels pittoresques qu'on ne peut pas s'en passer. Je pense au mot coxigru. Tu retrouveras ton royaume à l'avenue des coxigrus. Les répondent les représentants de l'armée de Gargantua à Picrocole. Donc coxigru désigne un oiseau fabuleux. Donc c'est signe que nous sommes là devant un terme qui n'a pas d'importance particulière, mais qui est là pour enrichir la langue. La dernière partie, j'essaierai d'être assez bref, consistera à expliquer comment j'ai procédé au cours de ces années pour constituer le dictionnaire du néologisme. D'abord, clarifier la définition. Qu'est-ce qu'un néologisme ? Je me suis aperçu que beaucoup de mots connaissent des formes embryonnaires avant de se fixer définitivement. Donc j'ai choisi le moment où le mot se fixe. Par exemple, le mot physionomie était employé sous des formes très différentes avant que Rabelais ne lui donne sa forme définitive. Donc forme définitive. Deuxième critère, emploi dans un dictionnaire. Donc pour cela, il faut vérifier. Il faut vérifier. Alors j'ai vérifié, j'ai donné pour chaque mot l'ensemble des dictionnaires où le mot se trouve attesté, en commençant par tous les dictionnaires de Robert Estienne, et puis d'autres dictionnaires du XVIe, Thierry, Dupuis,
Les dictionnaires bilingues étrangers, nous avons Ulsus qui a fait le premier dictionnaire français-allemand, et Cotgrave en 1611, à l'époque de Shakespeare, qui a fait un immense dictionnaire anglais-français. C'est probablement le dictionnaire où on trouve le plus de néologismes de Rabelais, parce que c'était un lecteur inlassable des œuvres de Rabelais. Bien entendu, les 9 éditions successives du dictionnaire de l'Académie française, le Furetière au XVIIe, le dictionnaire de Trévoux au XVIIIe, et au XIXe, nous avons deux grands dictionnaires, le Littré et le grand Larousse du XIXe siècle. Mais j'ai une petite affection pour un petit dictionnaire qui a eu beaucoup de succès, qui a permis à Larousse, au Pierre Larousse, de développer son entreprise. C'est le nouveau Larousse illustre, le nouveau dictionnaire de la langue française. C'est un petit dictionnaire qui comprend environ 630 pages, où Pierre Larousse essaye de rendre compte du vocabulaire le plus courant et d'expliquer les termes les plus courants de la langue française. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'un néologisme de Rabelais apparaît dans ce dictionnaire-là, c'est un signe de fréquence, parce que Pierre Larousse s'en tient seulement aux termes les plus fréquents. Et puis, bien entendu, au XXe, le Trésor de la langue française et le Grand Robert. Alors, j'ai aussi une grande admiration pour ceux qui ont créé ce Trésor de la langue française dans les années 1970. C'est l'équipe réunie autour de Pierre Hems et qui a entrepris un travail informatique qui a permis de numériser des milliers de documents du 19e, 20e siècle. Malheureusement, l'équipe qui suit n'a pas gardé le même tenus et un certain nombre d'erreurs apparaissent dans ce dictionnaire. Pour ne prendre qu'un exemple, le mot stupidité, si vous allez chercher soit dans le Grand Robert, soit dans le Trésor de la langue française, est attribué à Calvin, qui a publié en 1541 l'institution de la religion chrétienne. Et cette information est comment je vais dire, constante. Mais simplement, c'est parce que tous les lecteurs de Rabelais, comme se sont penchés sur la dernière édition de Gargantua, publiée en 1942. Or, en fait, avant la dernière édition, Rabelais en a eu plusieurs. Et il se trouve que Rabelais a employé ce terme de stupidité en 1534. Alors, je comprends bien la réticence, parce que lire Rabelais, c'est déjà compliqué, mais en plus, si on nous demande d'aller lire les éditions précédentes, c'est encore plus compliqué. Mais les faits sont têtus, et la réalité exacte, c'est que donc, le mot stupidité, jusqu'à preuve du contraire, apparaît pour la première fois dans l'œuvre de Rabelais. Ensuite, ce qui m'a intéressé, parce qu'il y a aussi un critère, c'est pas seulement le critère d'apparition dans le dictionnaire, pour qu'un mot soit considéré comme néologisme, encore faut-il qu'il soit réemployé, parce qu'on peut créer des mots à tir larigot. Ce qui est intéressant, c'est lorsque notre création va enrichir le lexique commun. Donc, je me suis intéressé à la littérature postérieure à Rabelais, et j'ai interrogé les auteurs. Et je voudrais vous proposer, alors je ne sais pas si j'ai noté, non, je ne l'ai pas noté. Enfin, je vais prendre quelques exemples pour terminer. Je vais prendre des mots qui appartiennent à notre vocabulaire courant, et puis vous allez me dire d'où ils viennent, puisque ces auteurs sont très connus. Plus du 10 jours, un bon clistère littératif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur Trentsol. Oui, le malade imaginaire. Et le mot en question que Molière a appris à Rabelais, c'est le mot bas-ventre. Alors un autre dernier exemple. Elle tombait plus bas, mendiait chez un restaurateur charitable les croûtes
des clients et faisait une panade en les laissant mitonner le plus longtemps possible sur le fourneau d'un voisin. Donc la question est un peu difficile, c'est un auteur du 19e siècle, c'est Zola, l'Assommoir. Zola, l'Assommoir. Je suis convaincu, et ce sera ma dernière remarque, que la recherche est une chose trop importante pour être laissée aux seuls chercheurs. Et je suis persuadé que dans l'état actuel de l'accès aux connaissances, toute personne curieuse de mieux comprendre et de mieux comprendre la chronologie du vocabulaire peut découvrir les éléments. Pour la bonne raison que les dictionnaires que j'ai cités, eh bien, je les ai trouvés en ligne sur le site de Gallica. Et pour la bonne raison aussi que si vous voulez vous plonger dans les différentes éditions de Rabelais, vous pouvez trouver ces éditions en ligne sur le site de la bibliothèque virtuelle humaniste. Les passionnés du XVIe siècle ont de la chance parce que ils ont été les premiers servis par l'entreprise de numérisation de la Bibliothèque nationale. Actuellement, il y a des dizaines d'ouvrages du XVIe siècle publiés sur le site de la Bibliothèque nationale. Sans compter la bibliothèque interuniversitaire de médecine qui a consacré tout un site à la littérature médicale en français entre 1500 et 1600. Et sur ce site, on peut avoir accès à environ 300 ouvrages, dont les ouvrages d'Ambroise Paré. Donc c'est simplement une question de temps. Et puis je crois que c'est aussi une question d'habitude. La langue de Rabelais est difficile, celle de Montaigne un peu moins, parce qu'elle est plus proche de nous. Mais je trouve que c'est une entreprise fantastique. Et puis cette langue a connu une aventure extraordinaire quand on pense que Montaigne se demandait si on serait capable de le lire dans 50 ans, parce qu'il sentait que la langue bougeait et que les mots qu'il employait n'allaient pas être compris. Eh bien, c'est heureux de constater que Montaigne s'est trompé quant à son lectorat. Voilà, j'ai voulu vous donner une petite idée de la capacité créatrice de Rabelais. Je vous remercie.